Et ça commence. Mesdames et messieurs, bonsoir. Au nom du comité de la Compagnie des mots, je vous souhaite la bienvenue à cette première soirée de la deuxième partie de l'année 2023. Cette soirée qui a le plaisir d'avoir comme invité Laurent Volta et qui va être présentée par Corinne. Mais permettez-moi juste de vous dire quelques mots avant, puisque c'est la première soirée. Et en plus, il y a un tas de choses qu'on prépare à la Compagnie des mots, on voulait vous dire. Bon, déjà, peut-être que vous savez, on fonctionne aussi plutôt grâce à la subvention de la ville de Carouge et grâce aux abonnements, aux membres qui nous font l'amitié de les soutenir avec la cotisation de 50 francs par année. D'ailleurs, on va lancer bientôt un autre appel de la cotisation pour 2024. Et pour là, on vous a préparé, pour ceux qui veulent nous soutenir comme membres, un petit cadeau. Ça veut dire que ceux qui vont payer cette cotisation vont recevoir un bon de 10 francs pour acheter des livres à la librairie Atmosphère qui nous soutient et qui est présente très souvent à nos soirées. Et puis, on va vous offrir ces différents. En plus, comme vous savez et comme vous voyez déjà, on vous offre chaque fois une petite collation à la fin. Et puis pour ceux qui, pour des raisons qui les regardent, ne veulent pas nécessairement devenir membres, mais qui aiment quand même notre activité, il y a un petit chapeau là-bas pour mettre ce qu'ils trouvent, disons, comme nous sommes abordables. Il y a d'autres choses qui se passent aussi, on veut être aussi dans les vents, on a fait beaucoup d'investissements dans notre site internet que je vous encourage de la regarder. Vous trouvez là-bas tout ce on prépare, les présents, les passés et l'avenir, les choses qui sont à venir dans les programmes dans les mois suivants. En plus, une autre nouveauté cette année, on va être présent au Salon des petits éditeurs. Il y aura une soirée de la Compagnie des mots le 11 novembre, de 13h15 à 14h. On va être présent là-bas avec le but principal, c'est de présenter les prix littéraires que vous savez, la Compagnie des mots a soutenu avec la ville de Carouge, le prix Yvette Glaguel. Et probablement à ce moment, on va présenter 3 auteurs, Antonio Albanese, Michael Perouchou, Maxime Maillard, et peut-être les lauréats ou la lauréate de cette année pour les prix. Voilà, juste encore une petite chose, je ne sais pas si vous, depuis 2005, je crois, toutes nos soirées se passent le mardi. Mais on a entendu souvent qu'on nous dise, oh, le mardi, vous savez, j'ai le théâtre, j'ai le comité, j'ai la séance, j'ai les chœurs, je ne sais pas. Alors, on ne sait pas non plus. Mais on aimerait avoir votre avis. Et c'est pour ça qu'on vous a préparé un petit questionnaire ici à la fin, juste deux choses, dans lesquelles on aimerait que vous nous dites qu'est-ce que vous préférez, mardi ou est-ce que c'est mieux de passer le lundi, par exemple. Alors, on voudrait avoir votre avis. Tout simplement, oui ou non, c'est tout ce qu'on vous demande. Et puis maintenant, je laisse Corinne et Laurence et puis à tout à l'heure. Merci beaucoup, Doina. Alors aujourd'hui, effectivement, on a le plaisir de t'accueillir, Laurence Volta, à la Compagnie des mots. Et pour présenter ton dernier livre, Aveuglément, donc je vais juste publié aux éditions Phare. Voici comment va se dérouler en fait la présentation. D'abord, je vais te présenter toi, ce que tu as fait, et puis ton œuvre. Et puis ensuite, on va discuter autour de Aveuglément, si tu le veux bien. Alors, on ne sait pas grand-chose sur Laurence Volta. Si on va fouiller un petit peu sur le net, si on va dans Google, on sait 2-3 choses en tout cas. C'est que tu as été secrétaire générale de la Fondation du cinéma, pour le cinéma,
et que pendant de nombreuses années, en fait, tu as fait la promotion des spectacles en Suisse romande. Et donc, tu as un lien qui est très fort avec le spectacle, avec le théâtre. D'ailleurs, tu as écrit aussi pour le théâtre. D'ailleurs, en 2005 et 2006, tu as écrit 2 scénarios. Et là, vraiment, mais je vous recommande d'aller sur le net. Vous tapez dans Google production Nicéphore et vous allez tomber sur 2 petits bijoux. Ce sont 2 films écrits donc, par Laurence Wojta et réalisés par Laurence Wojta, Daniel Bovard et Michel Wojta, qui est ton mari et qui nous fait le plaisir d'être présent ce soir. Et vraiment, c'est 2 films d'une trentaine de minutes qui s'intitulent Qu'est-ce que tu en sais? Il y a 2 volets, on va dire. Le premier, c'est la lettre de Joachim. Le deuxième, c'est le Bel Hôtel. Et puis, on a tout l'univers, j'ai l'impression, des romans de Laurence Wojta dans ces films. Il y a la ville de Vevey. Il y a la gare avec le train, les trains qui passent. Il y a un banc sur lequel un des personnages s'assoit et regarde les gens passer dans la rue. Il y a un père de famille qui élève son enfant tout seul et qui mitonne des bons petits plats pendant tout le film. C'est vraiment magnifique. Et justement dans ce film, il y a un personnage, un ami d'enfance qui va ressurgir du passé et puis voilà, ça va déclencher beaucoup d'émotions chez tous les personnages. Dans le deuxième volet, c'est une vieille comtesse qui habite dans un bel hôtel de la Riviera et qui va jouer, qui aimerait jouer un mauvais tour à un mari un peu volage. Donc vraiment, je vous recommande, allez voir Nicéphore Productions, ces 2 moyens métrages, c'est magnifique. On sait aussi que tu as été enseignante hein, de français et d'histoire de l'art au gymnase de Burier, donc c'est vers Montreux. C'est près de la Tour de Paix, c'est juste à côté de chez nous en fait. Et d'ailleurs, un des romans, c'est Au point 1230, parce qu'il y a plusieurs enseignants aussi dans la salle, et je trouve assez culotté. Il y a peu de romanciers qui ont été enseignants et qui parlent de leurs collègues, ou qui parlent, disons, du milieu enseignant, surtout quand il y a des affaires un peu troubles. Alors, pas de mes collègues précisément, Non, personne ne s'y reconnaîtrait. Bien sûr, c'est de la fiction. Le micro ne fonctionne pas, vous pouvez dire tout ce que... Je peux dire tout ce que je veux, non, mais c'est bon, je crois que... Et on apprend aussi qu'en 2017, tu as pris ta retraite et ça a été pour toi le début de l'écriture, en tout cas, disons, des publications, parce que je suis sûre que tu écris depuis très longtemps. Donc, tu as écrit en 6 ans, donc depuis le début de ta retraite, 2 pièces de théâtre, En cachant les œufs et puis Tout doit disparaître. C'est 2 livres qui ont été publiés à l'atelier du Quadratin. Tu as publié aussi 2 nouvelles à IN18, j'en ai qu'une, c'est Le garçon derrière la barrière, et puis il y a aussi une lettre à Sophie. Tu as écrit un roman chez Romane, 2 romans. 3. Chez Romane. Voilà, c'est pas complet, hein. Il faudra mettre à jour. Ah oui, mais attends, non, Ah. avant. Ah, il est là, si jamais. Je me Parle suis dit, de roman. Donc, je l'ai pris pour ce que tu voulais. alors oui, Ça, c'est les Calratin. Celui des Calratin. D'accord, à 5 Tu peux au café, le- pour vous, voilà, à 5 heures au café. Et puis aux éditions Romane, vers vos 20 ans. Et puis effectivement, ensuite viennent les 3 enquêtes de l'inspecteur Bruno Schneider. Le premier au point 1230 chez Romane. Et puis le deuxième, personne ne sait que tu es là.
et puis finalement aveuglément dont on va parler ce soir. Alors rassurez-vous, on peut lire tout à fait dans le désordre, hein, ces 3 enquêtes. On peut commencer par aveuglément, ensuite revenir en arrière. C'est vraiment 3 histoires complètement différentes. La seule chose, c'est que le commissaire va évoluer, mais on va en parler tout à l'heure. Alors, ce qui frappe effectivement quand on voit ces livres, c'est vraiment la qualité et la beauté de l'objet livre. Le quadratin, par exemple, qu'on connaît, l'atelier du quadratin, il y a un travail vraiment de mise en page, et d'ailleurs, ils se définissent ainsi. Chaque ouvrage édité au quadratin est une synthèse entre le choix du papier, de la typographie, de la couleur et de la forme. Et c'est vraiment de beaux objets. Le studio IN18, c'est un atelier de conception graphique spécialisé aussi, je pense, dans la mise en page et dans le graphisme. Un très bel objet. Et puis, les éditions Roman t'ont vraiment gâté, choyé. Donc, c'est une maison d'édition en petit éditeur à Territet, donc à côté de Montreux. Et si l'on regarde la page de couverture, elle est gaufrée, il y a un rabat, il y a de la couleur à l'intérieur, il y a de la brillance, le titre est en brillance, la paire de Nike sur la page de couverture est en brillance sur la dernière, sur le 4e de couverture. Donc vraiment, ce sont des beaux objets, et en plus, il n'y a pas de coquille, en tout cas. J'en ai pas trouvé, pas ou peut-être, malheureusement, mais rarissime, peut-être, de fautes, d'orthographe ou de coquilles. Donc, ma première question, c'est est-ce que tu participes justement à la fabrication de ces livres? Alors, dans un certain sens, vu que c'est mon fils cadet qui a fait toutes les photos de couverture des livres, c'est notre choix de photos, les 4, autant chez Roman que chez Fabre. Et puis pour les 3 premiers, je suis contente de ce que tu m'as dit, parce que pour les 3 premiers qui sont chez Roman, c'était une de mes amies qui a corrigé. Ah. Donc je suis contente, je dirais qu'il n'y avait pas de coquille. C'est un défaut professionnel, tu sais, on est tout le temps avec un crayon. Toujours, puis, bien sûr. Puis on les voit, il y en avait, si tu as la dernière édition de Roman de Sodford, il y en avait quelques-unes dans la première édition, puis on a corrigé, parce qu'on les voit peu. Mais il y en a toujours une ou deux, mais je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Oui, il n'y en a vraiment pas beaucoup. On apprend donc aussi que tu as étudié l'histoire de l'art à l'université de Lausanne, et que tu as écrit ton mémoire sous la direction de Doris Jacubek, que nous connaissons très bien à la Compagnie des mots, et qui vient parfois nous dire bonjour et qui assiste aussi à nos soirées. Ton mémoire portait sur Valeton, le graveur peintre, mais sur le roman qu'il a écrit, La vie meurtrière, avec des gravures magnifiques qui accompagnent, en fait, qui illustrent l'histoire. C'est horrible. Oui, une histoire affreuse. C'est une histoire horrible. C'est vrai. Alors, est-ce que Valeton t'a inspiré, en fait, dans ton travail d'écriture? Non, je crois pas. J'ai choisi Valeton parce que j'aimais vraiment beaucoup sa peinture. Et puis ensuite, je voulais faire un mémoire interdisciplinaire, mais ça fait 50 ans, hein, à peu près. Donc, Comme le temps passe. ouais, je me rappelle plus de... Comme le temps passe, le temps s'amuse. Donc, voilà, mon mémoire, je ne me souviens plus vraiment. Je n'ai pas lu. Hein. C'est plus facile d'avoir un film que de lire un mémoire. Je ne sais pas si je l'ai encore. Mais ce qui m'intéressait, c'était de vraiment travailler sur, faire un travail interdisciplinaire entre l'histoire de l'art, de voir chez lui la relation qu'il y avait entre sa peinture et son écriture, et sa vie, en fait.
une avarice dans les trois choses, mais une avarice fondamentale, hein, pas une question d'argent, c'est une question de cette façon qu'il a de. Ça se voit, je trouve, même dans sa façon de traiter les chairs. Enfin bon, voilà. Et puis, alors, est-ce que depuis j'ai été influencée? Non, je crois pas. Il est vraiment dans cette veine misérabiliste, la fin, du tout début du 20e. Et puis, ça m'amusait de voir tout ce qui se passe. Il tombe amoureux de son modèle, puis ensuite il l'aime plus, mais il n'ose pas la quitter, puis elle brûle contre son poil, si je me souviens bien. Oui, absolument. Enfin, oui, il arrive que des choses ouais. absolument Affreuses. effroyables. Ouais. Voilà. Ouais. Mais j'ai aimé quand même son écriture et son livre. Hein. Je ne l'ai pas fait juste comme ça, mais ça fait longtemps. Ouais. J'espère être un peu moins sombre. Tu trouves histoire, une autopsie d'un amour criminel en fait. Donc il y a Oui. ce thème, c'est vrai, de l'amour et du crime. Donc voilà. Mais au-delà de ça, Mais j'aime beaucoup sa peinture, j'aime beaucoup. Ouais. Je continue à la regarder avec un plaisir qui se dément pas. Ouais. Et il y a probablement d'autres peintres qui t'ont influencé, notamment Hodler, quand on pense au tableau du lac. Parce que chez Laurence Reuter, le lac, c'est vraiment un personnage. Tu décris vraiment de manière magnifique. D'ailleurs, Vincent va nous lire une description du lac. Il y a aussi Courbet, peut-être, qui t'a influencé, qui a peint le lac depuis la Tour de Paix. Et puis, donc Vincent va nous lire cet extrait. Et peut-être ce que je peux dire juste pour situer Aveuglément. Donc c'est dans Aveuglément, c'est l'histoire, le personnage principal c'est Marco. Il disparaît de la petite ville de Vevey. Et puis, tout le monde le croit mort, mais on n'a pas trouvé son corps. Et pour cause, parce qu'il n'est pas mort véritablement. Il a traversé à la nage le lac. Alors Vincent, est-ce que tu peux nous lire justement la description de cette traversée? Définitive, comme devait l'être sa disparition il y a 7 ans. Partir, quitter la rive, les premières brasses coulées, souples et silencieuses, avec dans son dos les lumières de la petite ville, protectrice, rassurante, puis l'eau noire du lac. Tout autour de lui, l'eau noire du lac dans la nuit. Et si loin face à lui, les lumières de France qui ne grandissent pas. Le silence et l'obscurité, autour de lui, l'eau noire du lac absorbe toute chose. Elle dissimule le monde et fait naître des monstres. Rire de tous les noyés, cris des âmes mortes, animaux chimériques venus des eaux profondes, enfermés dans la peur, cesser de se battre, ne plus lutter, se fondre dans l'eau noire, couler comme on s'élève. Laisser là sa colère, ses peurs, toutes ses luttes, et puis, aveuglément, une brasse après l'autre, ne plus penser à rien, une brasse après l'autre, reprendre le combat, une brasse après l'autre, juste vouloir survivre. Merci Vincent. J'ai dit que c'était moins sombre, c'est pas vraiment. Non, là, frappant. Ça sera noté au procès-verbal. Alors, il y a une apparence, voilà, peut-être lisse du lac parfois, mais c'est certain que dans les profondeurs, il y a des monstres qui peuvent surgir. Alors ma question, c'est est-ce que le lac, c'est peut-être une métaphore de la vie intérieure des personnages? En tout cas, dans cet extrait-là, bon, alors, le personnage traverse effectivement pour se sauver le lac la nuit, mais dans un extrait comme ça, c'est une métaphore de chacun de nous, non? Ouais, peut-être de C'est très l'écriture fond. aussi. Oui, peut-être. Peut-être aussi de l'écriture, parce que je me rends compte quand même que tu parlais de ces 2 moyens-métrages, que j'ai effectivement des monstres qui reviennent toujours les mêmes. Je ne m'étais pas rendu compte qu'ils étaient si anciens.
mon goût du secret, hein, qui est dans tous mes livres. Je ne sais pas vraiment d'où il vient, mais enfin, il est là tout le temps. Et puis ces monstres, effectivement, remontent comme ça. Mais ceci dit, le lac, à certains moments, il est comme ça. C'est l'effet qu'il nous donne quand on le regarde. Il est plein de... Ouais, il est plein de ces monstres, il est plein de sa vie à lui. Je me souviens quand j'étais petite, on m'avait dit que, alors c'est peut-être plus le cas, qu'on pourrait mettre les habitants du monde entier dans le lac Léman. Et puis, bon, ben, ils n'y sont pas tous, mais ça m'est toujours resté comme cette espèce de source, surtout quand il est vert et puis qu'il bouge. Puis il y a quand même beaucoup d'histoires qu'on nous raconte quand on est enfant, de ces dames du lac qui remontent puis qui viennent nous chercher, à commencer par Narcisse qui s'y perd. Alors pas dans le Léman, mais enfin, c'est dans une histoire ancienne, les lacs qui nous attrapent, non? Sûrement. Et puis c'est un lac qui est très profond, semble-t-il. Et d'ailleurs, on n'a pas trouvé une épave pas très loin de L'hirondelle. l'hirondelle. Donc Il y en a peut-être que d'autres, ça va mais- être une source d'inspiration pour peut-être un prochain livre. Alors, je sais pas si tu as lu le dernier livre de Emmanuel Robert, qui s'appelle Dormez en paix, P-E-I-L-Z, et c'est de ça qu'il s'agit. Elle part, ces personnages sont des apnéistes qui partent vers l'hirondelle. D'accord, ok, donc c'est déjà c'est cuit quoi. Oui, enfin c'est pas cuit, c'est bien. Alors écoute, si tu le veux bien, bon, on va se mettre dans un sous-marin et puis on va plonger dans la profondeur des personnages de tes romans policiers. Et on va commencer, enfin c'est comme si on prenait un peu le mésoscaphe du professeur Picard et puis on va aller sonder un petit peu le monde intérieur des personnages. On va commencer par Bruno Schneider. Alors Bruno Schneider, c'est le commissaire, c'est l'inspecteur. Alors ce qui est tout à fait particulier, moi je ne suis pas une spécialiste des romans policiers, mais on a deux auteurs ici à l'Arbanie, Olivier Betchen, qui sont vraiment des spécialistes du roman policier. Ce qui est particulier avec ce commissaire, je ne sais pas s'il y en a d'autres ailleurs, c'est que ça commence avec sa dernière enquête, en quelque sorte. Au point 1230, on dit qu'il est vieux, il est fatigué, il est proche de la retraite, et puis il va mener un peu sa dernière enquête. Il est très méthodique, c'est quelqu'un qui a une très bonne communication avec son équipe, il envoie ses policiers sur le terrain, mais lui, il a plutôt tendance à rester dans son bureau. Et on pourrait dire peut-être, je ne sais pas si tu es d'accord, mais c'est un détective de bureau, ce que les Anglais appellent armchair detective, un détective de canapé, etc. Il n'est pas souvent sur le terrain. Donc, très méthodique. Intuitif aussi, quand même. Oui. Parce qu'il a quand même... j'ai quand même ce goût d'un détective un tout petit peu rebelle qui n'a pas envie de faire tout ce qu'on lui dit, même s'il est un peu vieux. Ouais. Alors, vieux, je dirais que c'est ce qu'il ressent. Je ne crois pas qu'il soit si vieux que ça. Enfin, c'est peut-être depuis mon âge que je dis ça, j'en sais rien. Mais qu'est-ce qu'il a? Une petite soixantaine d'années. Mais il se rend compte qu'il devient sentimental. Voilà. Donc il faut qu'il s'en aille parce que en fait les enquêtes, tous les gens qui croisent, ça le fait pleurer, donc il se dit ça va pas plus. Puis c'est pour ça aussi qu'il reste un petit peu en arrière, c'est parce qu'il a cet âge-là. Puis après il est à la retraite, donc il n'a plus le droit d'être sur le terrain. Mais je pense qu'à un moment donné, ça a été un homme de terrain. Mais je n'en sais rien, tu me demandes, il n'était pas là, Voilà, il n'était pas dans les peut-être, livres, on n'en sait rien. Voilà. Mais avant les livres, je pense que c'était un homme de C'était terrain. un homme de terrain, d'accord. Et, mais il est tout à fait attachant, c'est vrai, comme personnage. Il pense qu'il n'a pas tout à fait le tour de l'âme humaine, mais disons qu'il en a fait en tout cas une partie. Donc il connaît bien le cœur des êtres et il est sentimental, c'est vrai, même s'il se méfie de cette sentimentalité.
Alors, dans le 12e volume, qui est Personne ne sait que tu es là, on a un inspecteur qui est à la retraite et puis qui va mener une enquête tout à fait personnelle puisque sa femme lui dit qu'il faut quand même qu'il fasse de l'ordre un peu dans son galetas. Alors il va fouiller dans ses affaires au galetas et trouver une valise familiale dans laquelle il y a des négatifs. Alors il va développer ces négatifs et puis il va remonter à ses origines, des origines italiennes de par sa mère, et il va découvrir des secrets de famille. Donc il est pris dans vraiment une histoire personnelle, et à côté, son ancienne équipe sont sur le terrain et font une enquête sur la disparition d'un homme. Et finalement, Bruno Schneider va quand même s'impliquer dans l'affaire. Il va essayer de sauver Sophie Costa, qui est son ex-collaboratrice, et puis au péril de sa vie, parce qu'on a souvent, il va être blessé, on va lui tirer une balle dessus. Et donc, dans le 3e, aveuglément, il est en convalescence. Et là, je trouve qu'il y a une dimension très intéressante et qui me plaît beaucoup, c'est qu'il est décalé, il est un peu à l'écart, il est protégé par sa femme surtout, mais aussi par son ancienne équipe avec qui il a gardé des contacts. Alors sa femme l'envoie en convalescence en Bourgogne faire une thalasso, et puis on le retrouve dans un bain-bulle, Vincent. Moi, dans un bain-bulle? Ce sera le 2e extrait que Vincent va nous lire. Donc il est effectivement au courant de rien. Il essaye de se soigner, d'être en convalescence. Et puis à ce moment-là, à Vevey, il y a justement l'histoire de cette disparition de Marco qui a été noyé dans le lac, mais en fait Marco qui réapparaît. Et donc, je vous donnerai les circonstances un peu plus tard. Et, Je peux juste poser une question, parce que les commissaires ou les enquêteurs, il y en a des centaines, il y en a qui fument la pipe, il y en a qui boivent, ceux qui ne boivent pas, ceux qui baissent pas, enfin il y a tout. Comment on arrive sur un Bruno Schneider? Comment on arrive sur un personnage comme ça? Alors, j'avais déjà cette envie qu'il ait ce rapport avec sa petite fille autour des trains électriques. Hein. Il y a cette espèce de maquette qui me donnait déjà une image de lui qui m'intéressait, parce que justement c'est un homme qui est entre le départ et puis ses retours vers quelque chose d'autre, vers son enfance, vers ses regrets, enfin des choses comme ça. Et puis autrement, son nom, c'est le nom d'un de mes anciens enseignants qui avait voulu écrire un polar avec un commissaire qui s'appelait Gorgonzola. Puis j'avais envie, qui n'est pas sorti, hein, mais j'avais beaucoup de tendresse pour cet homme. Donc lui est venu comme ça, qui nous parlait toujours de Bernard de Dürrenmatt. C'est juste, c'est Bernard de Dürrenmatt. Et puis je sais pas, ce personnage est né un petit peu de ça. Et puis ensuite, il est fait beaucoup de moi, il est fait un peu de lui, il est fait, voilà. Je dirais que ce qui, beaucoup de choses que j'ai envie de dire passent par sa bouche. Hein, c'est mon personnage, voilà, sur le côté sentimental, un peu cucu, c'est moi. Mais il n'est pas que ça. Je crois qu'il n'est pas que ça. Non. Je dis oui. Dans l'eau des bulles, Bruno ne se détend pas autant qu'il le voudrait. Quelque chose le tracasse qu'il peine à distinguer, à débusquer, mais qui ne le laisse pas en paix. Alors qu'il se laisse porter bras en croix par l'eau salée de ce bassin façon mer morte, il se redresse soudain. Et la pensée que je l'appelais pour une autre raison, une raison qui me concerne
et dont elle n'a pas voulu me parler. Mais qu'est-ce que tu dis, Bruno, enfin, tu fais sursauter tout le monde. Mais Bruno est déjà sorti de la torpeur vaporeuse du bassin, il enfile son peignoir et se dirige vers la terrasse, son téléphone portable à la main. Sophie, c'est Bruno. Tout à l'heure, tu m'as dit déjà, et vous savez, lorsque tu me vouvoies, c'est que je cesse d'être en premier lieu ton ami pour redevenir ton chef. Je t'ai dit ça, vraiment, ben, il était trop tôt et j'ai congé, je devais être encore mal réveillé. Bruno a entendu que la réponse a fusé sans hésitation. Il s'attendait à ce que Sophie hésite, peut-être même qu'elle bredouille. Son expérience des interrogatoires ne s'est pas émoussée en un an à peine de retraite. Sophie, tu as répondu trop vite. Tu avais préparé ta réponse. Tu n'as pas hésité une seconde avant de répondre. Pas une seconde, c'est trop peu. Tu savais que j'allais te rappeler et tu as préparé ta réponse. Qu'est-ce qui se passe, Sophie, que tu as besoin de cacher de la sorte? Mais rien, Bruno, je t'assure. Tu sais très bien qu'à présent, je ne te lâcherai plus. Merci. Bruno, il a effectivement, tu en as parlé, une autre particularité, c'est qu'il adore le modélisme. Il a donc dans son galetas des affaires de famille, mais dans le sous-sol de sa maison, il y a un train miniature, une maquette. Et il a besoin, alors c'est une passion qu'il partage avec sa petite fille, Julie, et il a besoin d'aller au sous-sol et de regarder les trains circuler. Ça l'aide en fait à réfléchir et parfois à résoudre une énigme. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'avec sa petite fille, ils vont inscrire certains éléments de l'enquête. Alors par exemple, au point 1230, ils vont inscrire le lieu du crime. C'est au bord du lac, voilà, une petite crique. Ils vont inscrire le lieu du crime de Nathalie Gallic. Et puis, à la fin du livre, ça se termine aussi autour de la maquette. Et la petite fille Julie va prendre de la peinture et elle va recouvrir de couleur l'arme du crime. Donc, dans Aveuglément, enfin, dans les autres livres, ça réapparaît le modélisme. Et dans Aveuglément aussi, en fait, il y a une scène un peu étrange. Il va construire une petite chapelle, je crois, ou un temple avec sur le fronton des personnages avec des longues oreilles. Et puis, le lieu où une victime a été séquestrée. Donc, on ne va pas vous en dire plus, mais à la fin du livre, justement, lorsque la victime est confrontée à ce lieu de séquestration, ça va déclencher quelque chose. Donc, quelle est un petit peu cette fonction Alors là, peut-être qu'il y a quelque chose dans le rapport à l'écrivain. En tout cas, parce que voir passer des trains, dire qu'on les fait aller ici, là, les faire se rentrer dedans si on veut, décider qu'on efface l'arme du crime, et puis être sur une chaise haute, parce qu'il a une chaise d'arbitre de tennis dans sa cave, pour regarder sa maquette, c'est un petit peu comme ça qu'on a le sentiment peut-être de voir le monde de nos personnages, en tout cas. Et puis lui, ben, ça lui donne cet effet comme flic. Quand il regarde passer ses trains, c'est une sorte d'hypnose qui lui permet de réfléchir. Je dirais qu'il y a cette double chose entre le personnage et la maquette de train, c'est vraiment... Ouais, on fait ce qu'on veut, quoi, à peu près. Puis on construit tranquillement, lentement, puis tout à coup on décide de mettre un tunnel ici, et puis de l'enlever, puis de mettre un... C'est un monde miniature, C'est en fait. bien sûr, ouais. Mais qu'on construit avec soin, si possible. On n'a pas envie que personne touche, lui, à part sa petite fille. En plus, il pensait qu'il n'y aurait plus jamais personne pour jouer au train, parce qu'il a 4 fils, 5 petits-fils. Personne ne s'est jamais intéressé à ce train qu'il avait envie, cette chose qu'il avait envie de partager avec ses garçons. Puis quand il apprend qu'il y a enfin une petite fille, tout le monde dit ouais, et puis lui dit oh, parce qu'il s'est fichu. Et puis en fait, très vite, c'est cette petite fille qui a leur sac et qui trouve le contact avec lui
en étant la seule qui connaît tous les trains. Donc ça m'amusait aussi, parce que voilà, juste savoir que les filles aiment les trains. Pas moi, elle en tout cas. En tout cas, il y a un dialogue qui s'installe entre le grand-père et cette petite fille. Et puis, elle joue justement un rôle peut-être pour résoudre l'énigme, parce qu'elle donne son point de vue, son regard en fait, de petite fille sur l'enquête, ou sur le monde, ou sur la vie. Et puis, il y a presque quelque chose de thérapeutique en fait. Et c'est tout à fait intéressant, ou peut-être nouveau, parce que généralement, ça peut être utilisé plutôt pour montrer la folie d'un personnage, parce que ces trains qui tournent en rond, en fait, qui circulent comme ça, la pensée qui est circulaire, ça fait plutôt penser à la folie, et ça me fait penser à un film, c'est une adaptation en fait d'un roman de Simenon, La mort de Belle, et qui est magnifiquement adapté et incarné par Bruno Solo. Il est dans son sous-sol et puis il regarde justement les trains passer. Il est prof de maths et en fait c'est un peu utilisé pour montrer sa folie. Et puis c'est un psychopathe qui va effectivement commettre un crime. Voilà, mince, je vous ai lâché l'énigme, mais ça m'a frappée parce que vraiment il y a quelque chose là de tourner en rond, un peu de circuit fermé. On va peut-être parler d'un autre thème dans ton œuvre, c'est le thème de l'amour, et à travers un couple qui est le couple formé par Marco et Claire. Oui. Alors peut-être pour bien comprendre un petit peu l'univers des personnages de Laurence, il y a 4 générations. La génération, on va dire, des octogénaires, voire des nonagénaires, est représentée par Mathilde. Elle est toute seule de cette génération, ça montre vraiment la solitude du personnage. Ensuite, il y a la génération de Bruno Schneider, le commissaire, qui connaît tout le monde évidemment dans la petite ville de Vevey, et qui était à l'école avec Serge, le père de Marco, et puis José, l'aveugle, dont on parlera tout à l'heure. Ce qu'on ne sait pas tout de suite, mais je vous le dis comme ça. Et puis ensuite il y a la génération, donc Marco qui est le personnage central de l'histoire d'une certaine manière, puisque c'est lui qui disparaît et qui va réapparaître dans cette petite ville de Vevey. Marco qui est de la génération de Claire, justement, qui était une amie de classe, enfin ils étaient à l'école ensemble, Claire, Élise et puis Johan, qui est un camarade qui est décédé. Et donc Marco rencontre Claire, qui est cet amour de jeunesse, et ils vont vivre un amour passionné, ils vont se marier et avoir un enfant qui s'appelle Justin. Le couple, au bout de quelques temps, s'use, s'érode. Claire prend quelques libertés et Marco s'en aperçoit et décide en fait de rompre. C'est lui qui prend la décision de rompre et Claire va très mal le prendre. Elle n'accepte pas cette séparation. Et puis, avec son beau-père, elle va accuser Marco d'attouchement sur leur fils Justin. On ne sait pas exactement quoi, mais quelque chose. Ouais. C'est ça. Alors, est-ce qu'elle raconte juste? Elle raconte juste. La seule chose par rapport à la rupture, ce que je dirais encore, c'est que Marco quitte Claire parce qu'il se rend compte effectivement comme tu dis, et puis il se rend compte qu'elle ne lui fait rien, que plutôt il est assez content qu'elle prenne ses libertés, donc il se dit si c'est comme ça, c'est que je l'aime plus, je m'en vais.
Donc c'est pas parce qu'elle le trompe qu'il s'en va, c'est parce qu'il se rend compte que C'est le vrai. fait qu'elle le trompe ne lui fait Ouais. rien. Enfin, voilà. Et puis, ça aurait pu durer des années, sauf que il prend quand même la décision, ben voilà, c'est fini, quoi. On passe à autre chose, de part et d'autre, c'est fini. Et donc, quand il est accusé, enfin, je révèle un petit peu, mais c'est un livre qui est tellement riche qu'il faut quand même un petit peu entrer dans l'histoire, sans tout dire, bien sûr. Mais il est tellement, évidemment, choqué d'être accusé d'attouchement qu'il décide de disparaître. Par rapport à son fils, il pense que c'est mieux que son fils ait un père décédé, qu'il soit orphelin, plutôt que d'avoir un père qu'on traite, voilà, accusé. Et donc, c'est pour ça qu'il disparaît. On sait donc qu'il n'est pas véritablement mort, il a traversé le lac et il réapparaît 7 ans plus tard et on le voit rôder justement dans la cour d'école, hein, parce qu'il veut revoir son fils, bien sûr. Son fils avait 3 ans quand il est parti, donc il en a maintenant 10. Et puis, Justin n'est pas tout seul. Il y a aussi cette génération d'enfants de 8-10 ans. Il y a Justin, il y a Rosa, il y a Léa. Et puis, il y a Julie, bien sûr, la petite fille de Bruno Schneider. Donc, c'est un petit monde, hein, tout le monde se connaît. Alors, les enfants voient rôder Marco, ils se disent, mais enfin, c'est qui ce type-là qui tout le temps, à la fin des cours, et qui nous regarde, etc. Mais bon, les enfants, ils s'en méfient pas trop, mais ils vont parler aux parents. Et les parents vont mener une petite enquête, ils vont se dire, mais enfin, c'est qui ce bonhomme, etc. Et il y a un des personnages, Élise, qui va reconnaître Marco, qui va en parler à Claire, et puis Vincent va nous lire le passage, justement, quand Claire, après toutes ces années, elle le pensait vraiment mort, elle a porté plainte contre lui, elle a retiré sa plainte puisqu'il est décédé, et puis elle entend ce bruit comme quoi Marco serait vivant, elle a de la peine à y croire, et elle va le retrouver. Donc Vincent va nous lire ces retrouvailles. Claire a pris Justin dans ses bras, a embrassé ses cheveux sur le sommet de sa tête et s'est dit qu'elle n'avait plus à se baisser beaucoup. Elle l'a regardé partir en classe. Des larmes lui sont montées aux yeux pendant qu'elle faisait les quelques centaines de mètres qui la menaient à sa voiture. L'homme n'était donc pas là ce matin. Cela ne l'a pas rassurée. Arrivée à quelques mètres de sa voiture, elle a regardé le mur qui longe la rivière jusqu'au lac tout proche, un mur de digue pour l'empêcher de déborder, comme dans la chanson ancienne de la petite ville. Il faudra que vous me la racontiez, cette chanson. Il était assis sur le mur et la regardait venir. Elle l'a vu au dernier moment et elle a su aussitôt que c'était lui. C'est en tout cas ce qu'elle s'est dit après. L'aurait-elle reconnu sans l'intervention d'Héloïse? Certainement pas, tant il avait changé. Mais elle était sur ses gardes, elle n'a eu dès lors aucun doute. Marco. Elle n'a pas répondu. Il a soupiré en la regardant. Soupiré, non, sans doute pas exactement. Il a expiré l'air qu'il avait en lui comme une préparation à ce qui allait suivre. Comment tu as su que... Désemparée, elle a désigné le quai et la voiture neuve. Je t'ai vu arriver avec Justin, j'ai cherché ta voiture, c'est toujours le même numéro de plaque, le mien. Marco. Les larmes lui sont montées aux yeux en abondance. Des larmes d'incompréhension, de colère, des larmes d'amoureuse aussi. Sa mort avait à ce point modifié toutes les pensées sombres qui l'avaient assailli avant qu'il ne disparaisse, qu'à force de penser autrement, d'effacer ce pur passé qui avait précédé la mort de Marco, elle s'était mise à croire à la perfection de leur amour. C'est ce sentiment qui a pris le dessus et elle a voulu se jeter dans ses bras.
Un élan comme on en trouve dans les romans de gare, un élan qui effacerait tout, des retrouvailles comme un bonheur absolu et parfait. Il était là, il l'attendait sur le petit mur de la digue après toutes ces années qu'elle l'attendait aussi. Il n'avait pas peur d'elle, il ne la fuyait pas, il était revenu pour elle, et il n'était pas capable, il n'était coupable de rien. Tout allait pouvoir recommencer, ils allaient pouvoir reprendre leur vie où ils l'avaient laissée. Non. Juste avant, plus précisément, quand il n'y avait pas de culpabilité, quand il s'aimait si fort. Elle a cru qu'il lui ouvrait ses bras, mais son élan et ses rêves se sont cassés net en butant sur ce bras qu'il tendait devant lui, pour mettre une distance, pour qu'elle n'approche pas. Il n'a pas parlé, l'a regardé sans ciller. Dans ses yeux, il n'y avait rien pour elle, si ce n'est peut-être les reflets d'un questionnement ancien. Elle était prise dans son élan et l'a poursuivi comme en dérive sur l'eau. Marco, je t'ai attendu, tu m'as tellement manqué. Elle avait l'air sincère. Il n'a rien répondu. Merci Vincent. Claire, toujours amoureuse. Est-ce qu'il n'y a pas un... C'est une question? Oui. Non, Claire qui s'est inventé une histoire après le départ de Marco parce qu'elle était coupable, elle se sentait coupable du fait de sa disparition, de sa mort. Enfin, un mélange de tout un tas de choses, qui s'est refusé à tout ce qui aurait pu venir après Marco pour justement s'excuser elle-même, enfin, sans vouloir un peu moins, j'imagine. Claire, dans une grande culpabilité, à dire quand même qu'elle l'a accusé effectivement sans preuve, mais pour sa défense, parce que il faut la défendre, le père de Marco, c'est le père de Marco qui avait accusé son propre fils, donc pour elle c'était impossible d'imaginer qu'il mentait. Oui. Donc voilà, Ouais. c'est... Serge, qui est d'ailleurs un notable dans la ville et qui est respecté de tout le monde, donc personne ne pourrait imaginer qu'il Qu'il mente. accuse faussement son fils. Voilà. Ouais. Donc effectivement. Et puis autrement, ben voilà, tout à coup cet homme arrive et puis il pense qu'il rentre pour elle et puis il rentre pas pour elle. Il y a un élan comme ça qu'on peut imaginer. Enfin, en tout cas, moi je l'ai imaginé, mais qui n'était pas le bon. Ah, peut-être que ça montre aussi qu'elle n'y croyait pas à ces accusations. Elle n'y croyait pas à ces accusations. Enfin, je sais pas. Franchement, ça, je sais pas. Mais je pense que ce qui m'intéressait, c'est de montrer comment ces mécanismes sont complexes, comment ce qu'ils sont graves, comment ce qu'ils sont meurtriers, comment, voilà. Mais complexes. Qu'est-ce qu'il fait? S'il ne l'avait pas quitté, il n'aurait jamais cru son beau-père. Il y avait un désir de vengeance qui est allé sans doute plus loin que ce qu'elle pensait elle-même. J'imagine. Comme une femme en colère. Je veux dire bafouée, mais c'est un terme d'abord galvaudé, puis pas exactement le bon. En colère, fâchée. Et peut-être il y a une chanson qui illustre très bien en fait cette relation entre Claire et Marco. C'est la chanson d'Edith Piaf, Les mots d'amour. C'est fou ce que je peux t'aimer, ce que je peux t'aimer des fois je voudrais crier. Car je n'ai jamais aimé comme ça je peux te le jurer. Si jamais tu partais, me quittais pour toujours, c'est sûr que j'en mourrais d'amour, mon amour. C'est fou ce qu'il me disait comme jolis mots d'amour, et comme il les disait. Mais il ne s'est pas tué car malgré son amour, c'est lui qui m'a quitté. Sans dire un mot, pourtant des mots, il y en avait tant, il y en avait trop.
C'est fou ce que je peux t'aimer, ce que je peux t'aimer des fois je voudrais crier. Car je n'ai jamais aimé comme ça je peux te le jurer. Si jamais tu partais, me quittais pour toujours, c'est sûr que j'en mourrais d'amour, mon amour. Et voilà qu'aujourd'hui, ces mêmes mots d'amour, c'est moi qui les redis. C'est moi qui les redis avec autant d'amour à un autre que lui. Je dis des mots, parce que des mots, il y en a tant, qu'il y en a trop. C'est fou ce que je peux t'aimer, ce que je peux t'aimer des fois je voudrais crier. Car je n'ai jamais aimé comme ça je peux te le jurer. Si jamais la 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 la, c'est sûr que la 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 la, mon amour. Au fond, ce n'était pas toi, comme ce n'est même pas moi qui dis ces mots d'amour. Car chaque jour ta voix, ma voix ou d'autres voix, c'est la voix de l'amour. Qui dit des mots, encore des mots, toujours des mots, les mots d'amour. C'est fou ce que je peux t'aimer, mon amour, si jamais tu partais, c'est sûr que j'en mourrais. C'est tout ce que je peux t'aimer, ce que je peux t'aimer d'amour. Est-ce qu'il y a une musique qui accompagne les personnages ou ton écriture? Alors, Bruno, il est souvent, je regarde mon époux, mais c'est pas lui, mais il est souvent accompagné de rengaines italiennes. Quand il part dans sa voiture, il met tout ça, il chante certaines, un peu de Springsteen aussi, enfin bon, le boss, les Italiens, il chante. Oui, il est accompagné, Bruno. Les autres, je sais moins. Mais cette chanson, c'est drôle que tu l'aies choisie parce que je l'ai eu écoutée en boucle à des moments, enfin bon, je crois qu'on a tous dans sa vie un moment où on écoute Piaf en boucle, enfin en tout cas dans ma génération. Et puis, je crois que c'est la seule chanson que j'ai réussi à jouer pour piano dans ma vie, mais vraiment ta comme ça. Et puis, je trouve qu'elle elle dit exactement, je crois, le sentiment de Claire, c'est-à-dire tout à coup elle ne retombe pas amoureuse de Marco, mais de l'amour qu'elle a eu pour lui. Mais Marco, il n'est pas du tout là-dedans, hein. C'est vraiment Claire qui est comme ça, c'est-à-dire amoureuse de l'amour à un moment donné, comme on a, alors je crois, parfois envie de l'être, on peut trouver les yeux au ciel plutôt. Mais l'amour, je préfère autrement, moi, enfin, j'ai la chance de vivre un amour qui dure, puis je trouve ça formidable. Donc voilà. Mais d'ailleurs, cette chanson, tu la mentionnes hein, dans ton. Ah ouais? Je pense pas que je l'ai sortie comme ça. Formidable. Il me semble. Ça m'étonne pas du tout que tu saches même pas. Mais oui, voilà, ça m'étonne le pas. passage, tu mentionnes cette Ça chanson. m'étonne pas parce que je l'ai beaucoup écouté, mais je ne me rappelais plus. Ouais. Donc, aveuglément? Oui, il me semble. Ah ouais. Et puis l'autre chanson dont je viens de parler, la petite rivière qui arrive jusqu'au lac à cause des digues. Ah, ça c'est Tremblay la veste des bornes. Ouais. Cacahuètes. Cacahuètes, puis Et ouais. ces poireaux sont tombés dans l'eau. Les petits poissons dans l'eau. C'est Enfin, bon. une chanson qui date de quand, qui vient d'où? Alors je crois elle doit dater. Je ne sais pas, c'est mon père qui la chantait. Puis il enchaînait avec un pot de pourrier avec Bagatelle, Vive la bouteille, Mergas Parva. Il y a toute une équipe qui était là. Ah ouais. On chantait, mais ça commençait toujours par Trembler la veste des bottes, Cacahuètes et ses poireaux sont tombés dans l'eau.
Parce qu'on a mis des digues à la veille, mais pendant longtemps, elle débordait. Donc je pense que c'est une chanson des années 30, quelque chose comme ça. Je sais pas, ou d'avant, peut-être de ma grand-mère. On chantait tous chez mon père. Donc voilà. Mais j'ai fait ma petite enquête dans ma famille. Parce que j'ai un oncle et une tante qui habitent Vevey. J'ai dit, est-ce que tu connais cette chanson? Puis oui, il me l'a chantée. Ah voilà, tu vois, Voilà, c'est très connu de ce côté-là. En tout cas, la chanson de Piaf est absolument magnifique. Hein, parce que c'est vrai, en amour, au fond, il y a très peu de mots. Où il y a les mots qu'on répète, c'est toujours un petit peu les mêmes, d'un amant à l'autre, d'une maîtresse à l'autre. Un peu d'imagination quand même. J'ai envie de dire qu'il y a les sentiments, il y a les mots. Je crois qu'il y a très peu de mots dans l'amour. Passion. Ouais. Bon, passion, ça veut quand même dire souffrance, mais dans l'amour qui débute, parce qu'il y a tout le reste. Il y a peut-être plus de mots après, non? Enfin, je sais pas. On le trouve. Plein de choses à se dire. Et peut-être qu'on pourrait parler d'un autre couple qui est absolument charmant dans ce livre. Un couple, alors, disons, entre un aveugle, José, et une vieille dame, Mathilde, et qui se rencontrent dans la ville de Vevey. José, donc, il a eu une maladie, il n'a pas toujours été aveugle, il a perdu la vue, et puis ça l'a vraiment beaucoup attristé. Et il se retrouve assez souvent sur ce banc, et il essaie d'utiliser tous ses sens, l'ouïe, l'odeur, l'odorat, pour essayer de recréer la réalité, recréer son monde. Et il va faire la connaissance de Mathilde, qui elle aussi aime bien se promener Mathilde, et s'asseoir sur un banc. Laurence pourra nous la décrire. Ouais. C'est cette Mathilde. Merci. Alors Mathilde, c'est une toute petite, très vieille dame, avec des grosses chaussures trop grandes pour pouvoir tenir parce qu'elle est un petit peu brûlante, qui est seule depuis longtemps, parce qu'elle a perdu son mari il y a très longtemps, elle a passé dans longtemps. Et puis c'est une femme, au fond, pleine de légèreté, en dépit de ses chaussures, je dirais, qui se trouve à côté de José, qui a en tout cas, qui a 60 ans, mais qui a en tout cas 30 ans moins qu'elle, donc c'est un petit jeune, pour elle, elle est toute contente que cet homme arrive là. Et puis elle l'aide un petit peu à reconstruire ce monde, parce que il décrit ce qu'il entend passer de cette ville qu'il connaît, puis elle lui dit si c'est juste ou faux. Et puis c'est une petite dame que je trouve touchante, que j'aime bien. Et puis ce qui m'a amusée, c'est qu'au fond cette Mathilde, elle est déjà dans mon tout premier roman. Et puis ça m'amusait qu'elle soit là, et puis qu'à un moment donné, non celui-là, qu'elle fasse passer le personnage principal de ce roman sur le quai, et puis comme ça me permettait de donner à mes lecteurs de la première heure des nouvelles de ce personnage, de dire qu'il allait bien. Ça, voilà, ça c'était un peu un private joke, mais ça m'a beaucoup amusé. Donc cette petite Mathilde, elle est là depuis très très longtemps. Il y a un personnage qui s'appelle Mathilda d'Overo 20 ans, qui est en fait un personnage qui ressemble beaucoup à ma mère, puisque j'avais trouvé des lettres de mon père. Et puis ces 20 ans-là, c'est les 20 ans de mes parents dans les années 40. Il y a 3 générations de femmes. Voilà, Mathilde, elle est aussi dans ma dernière pièce. Oui, dans Tout doit disparaître. Voilà. Et par rapport au roman général, parce que peut-être tout le monde n'a pas lu, c'est tout à coup ce couple-là, dans l'intrigue. Il y a un côté millefeuille, il y a un côté oui, bois croisé. C'est beaucoup mille peut-être. Hein. Je sais pas. Ouais, en tout cas, au début, elle est là. Elle est là un petit peu comme un personnage annexe qui raconte la ville avec José. Et puis à la fin, ça se tricote et ça s'intrigue. Ça s'intrigue. Hein, oui, ça s'imbrique, voilà, c'est ce que je cherchais, merci beaucoup. Et puis on voit que tout le monde avait raison d'être là, mais au début c'est plutôt
un petit peu cette tendresse de ces deux personnages qui m'intéressent. D'accord. Et puis de cette vieille dame, j'aime bien cette vieille dame. Ouais, J'aime elle bien est Mathilde. vraiment sympathique, vraiment. Voilà. Et puis, elle va redécouvrir un peu le jeu de la séduction, puisque José est aveugle, donc il ne la voit pas. Et elles sont réjouies. Et ils vont vraiment avoir une belle relation. C'est vraiment un beau couple, en fait, d'amis qui se retrouvent et qui jouent le jeu de la séduction. Elle dit même que ça l'amuse parce qu'elle recommence à se maquiller pour un aveugle. Exactement. Parce qu'elle a de nouveau envie d'être un peu jolie, quoi. Enfin, c'est une petite femme un peu coquette, mais qui avait un petit peu laissé tomber, quoi. Et puis là, elle se dit que ça vaut le coup. Alors c'est justement le passage Ah bon, que alors, Paul voilà. Gilles Désolé, veut c'est un passer. entendre de votre bouche, mais- Les baskets un peu grandes et bien trop hautes pour ses chevilles d'oiseau, debout, Mathilde n'est plus seulement la vieille dame du banc, elle a quelque chose d'incongru, un air de rébellion. Une rébellion contre rien d'autre sans doute que ce grand âge qui la démantibule peu à peu. Depuis qu'elle retrouve José sur le banc, elle a recommencé à se maquiller. La première fois, cela l'a amusée bien sûr, se maquiller pour un aveugle. Mais elle sait bien pourtant que beaucoup de choses se modifient lorsqu'on prend soin de soi. Dans l'assurance de la voix, déjà, disparaît ce ton d'excuse un peu honteux que l'on a lorsqu'on se sent vilaine et que l'on n'a pas fait tout ce qu'on pouvait pour y remédier. Oui, cette jeune coureuse a de la chance, même ainsi son phare, elle est ravissante. Il lui semble parfois que seuls les humains sont affublés de défauts physiques si patents et qu'ils ont été inventés pour être corrigés. Ce que Mathilde s'efforce à nouveau de faire à son niveau depuis qu'elle a rencontré José. Le plus difficile, c'est les lèvres. Elle adorerait à son âge y poser du rouge framboise vif et de pâte onctueuse si chic sur une très vieille dame. Elle a bien tenté le coup, mais très vite il s'est évadé dans les rides minuscules qui s'en vont tout autour de la bouche, vers le nez, le bas des joues et le menton. Alors elle a enduit simplement ses lèvres d'un peu de baume pour les faire chatoyer. C'est le verbe qu'elle emploie, qu'elle choisit dans sa tête pour se sentir jolie. Et elle maquille ses yeux, ils sont grands, elle pose un peu de mascara sur les cils du haut. Sur ceux du bas, elle n'essaye même pas, sa main n'est plus assez sereine, elle en aurait sans doute jusque sur les pommettes qu'elle avait ôtées, qui se sont flétries comme recroquevillées. Mais surtout, elle s'applique à se faire un joli teint, clair et uni le plus possible. Elle soigne ses cheveux, se peigne avec soin, parce que la coiffure, on le sait bien, c'est ce qui tient le tout en équilibre. Dès lors, à côté de José, lorsqu'il parle et rit, elle se sent jolie et cela la met de bonne humeur. C'est comme ça. Vous avez raison, Mathilde, il fait froid, il faudra bientôt que nous passions nos après-midi ailleurs que sur ce banc. Ce n'est plus de votre âge de rester dehors. Mon âge! À la bonne heure, qu'est-ce que vous en savez? Je sais que l'âge vous a rendu petite et fragile. Et c'est pour cela qu'un de ces prochains jours, on va s'installer dans la véranda de l'hôtel de la place. Ainsi, on pourra continuer à voir passer le monde. Oh, José! On va aussi fermer un peu la porte avec un peu de froid, avec l'hiver qui approche. N'est-ce pas? Voilà, vous voyez, j'aime bien ma Mathilde. Oui. J'aime bien. Cette légèreté qu'elle garde. Et alors justement, est-ce que peut-être tu peux nous expliquer aussi le titre du livre Aveuglément? Oui, je crois que je peux. Mais c'est d'autres questions. Oui, effectivement, c'est pas aveuglement, c'est aveuglément. J'y tenais beaucoup. Dans le sens simplement aveuglément, ça veut dire qu'il y a encore un mouvement. Hein. On aime aveuglément, on déteste aveuglément. Il y a cette espèce d'entraînement en avant. Et puis c'est comme ça que Claire a aimé son mari d'une certaine façon.
Il y a José qui ne voit plus, mais qui finit quand même par être important dans la résolution de l'intrigue. Et puis il y a aussi ce que vous avez vu en premier, cette traversée où il va aveuglément jusqu'à Saint-Gingolph, qui est là. Hein, donc c'est vraiment cette traversée qui fait. C'est pour ça que je tenais à avoir ça. On l'a faite, hein, avec, oui. pas la nuit, mais, enfin pas moi, mais mon fils et mon mari quand il avait 12 ans. Mon fils, non. Et c'est vrai que c'est très très long, c'est très très long. On a l'impression que, moi j'étais sur un petit bateau, j'avais peur qu'il coule, puis on a l'impression qu'on a fait plus de la moitié, puis on se retourne, puis derrière c'est très gros, puis devant c'est tout petit. Donc voilà, il avance aveuglément parce qu'il ne sait pas s'il va s'en sortir, parce qu'il ne sait pas ce que va être sa vie après, et puis parce qu'il n'y a pas d'autre façon de fuir, parce que c'est quand même un homme qui fuit. Il aurait pu rester là, affronter, mais il a l'impression qu'il sera perdant quand sa femme et son père il fuit. Donc, mettre un substantif, ça aurait été plus quelque chose de définitif. C'est ça? Oui, il n'y aurait pas eu de mouvement dans l'aveuglement. Pour moi, il n'y a pas de mouvement, tandis que dans l'aveuglement, il y en a un. Puis voilà, c'est ça qui m'intéresse. Voilà. Mais c'est parfait. Et puis il y a l'aimant dans aveuglément, évidemment. Oui, il y a l'aveu et il y a l'aimant. Mais ça, c'est toi qui me l'as dit la première fois, moi je ne l'avais pas. C'est vrai. Je l'avais pas. Et tous les personnages sont un peu aveugles, enfin, ils ont des zones comme ça d'aveuglement. Ils ont de la peine à peut-être se voir ou à voir l'autre ou à être vu. Mais parce que la clarté, c'est la chose la plus difficile, non? Sur nous, il me semble. C'est qu'on obscur, peut- clarté. Alors, qui tombent des étoiles, mais elles ne tombent pas toujours au bon endroit. Alors, des fois, elles ne nous éclairent pas, hein, puis on reste dans... Enfin, il me semble que la clarté sur soi, en tout cas, c'est la chose. Enfin, c'est le travail de toute une vie. Alors, est-ce qu'il y a un meurtre dans... Non. Non, dans celui-là, il n'y a pas de meurtre. Il y a cette disparition à la fin de cette petite fille qu'on va chercher. Mais parce qu'effectivement, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Les séances-là que je suis peut-être une auteure de faux polars, je peux dire ça comme ça, ou une fausse auteure polar, comme vous préférez. Mais tout ce qui mène au crime, au meurtre, m'intéresse plus que le meurtre lui-même, en fait. Oui, il n'y a pas du tout de son. Hein. Dans le premier, il y a un meurtre, mais la description en fait de la victime, c'est vraiment. On a l'impression qu'elle dort, elle est au bord de l'eau, il n'y a pas de sang, enfin, elle n'a pas l'air d'être. Donc, il n'y a pas de violence non plus. Une fois. Est-ce qu'il y a de la violence? Oui, il y a une violence tapis, enfin celle qui précède. Je crois qu'il n'y a pas de meurtre là où les mots ont pu être efficaces. Je ne suis pas la première à le dire. Hein. C'est même, mais c'est-à-dire qu'il y a d'abord des mots qui font très mal. Il y a des tensions entre les gens. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment les rapports entre les gens. Je crois que je te regarde pour savoir si ça se sent. Vous avez répondu juste. Non, mais si ça se sent dans mes livres, je crois Oui, la que- psychologie, effectivement, des Ouais. personnages. toutes ces choses qui nous échappent, le fond du lac, justement. Peut-être pour revenir à ta première question. Le très fond de nos Est-ce que le flattis. narrateur ou la narratrice a des fois tendance à vouloir dire quelque chose à la place du personnage? Est-ce qu'on Oh, mais il ne se gêne pas. ne se gêne pas? Non, c'est ça? de temps en temps, je crois qu'on sent que je suis là. Il me semble. Ouais. Mais il y a aussi beaucoup de focalisation. Mais il y a quand même un narrateur qui en sait plus que tout le monde. Ouais. À plusieurs reprises. Je ne peux pas m'empêcher. Oui, d'accord. Donc c'est Enfin, bien voulu. oui, c'est de temps en voulu. temps, soit un regard, soit un point de vue, soit une. Je ne peux pas dire que ça m'échappe. Ouais, parce que d'accord. mais j'aime bien aussi de temps en temps qu'on sache, qu'on sente le point de vue du narrateur, même s'il passe à travers, même si l'auteur, toujours difficile à dire,
même si l'écriture passe à travers, enfin ce que je ressens passe à travers les personnages, de temps en temps il y a un petit peu une distance. Je prends le... Oh, voilà, le mot m'échappe. Un drone. Ouais. De la hauteur. Ouais. Et aussi, la façon dont tu construis tes romans, en fait, c'est daté. Hein. Il y a toujours, aveuglément, par exemple, c'est 5 jours. Donc, c'est des petits chapitres, et chaque fois, il y a une date, parfois l'heure, parce que le récit se déroule en 5 jours, je crois. Alors il y a une semaine pour la première partie et puis toute la deuxième partie sur un jour, mais donc du coup c'est les heures, juste les heures parce que c'est sur le lundi, ça, tout à coup ça s'emballe un peu, donc oui j'aime bien, c'est un petit peu le plaisir du polar aussi, d'être obligé à cette rigueur et de s'y tenir. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est agréable de savoir qu'on a des ficelles, mais qu'on ne peut pas les tirer toutes parce qu'il faut qu'à la fin, ça joue, quoi. Donc, pour ça, les heures et les dates et les... c'est la seule chose que j'aime. Moi, je ne sais pas toujours exactement. En général, je peux me lancer dans un livre quand j'ai le début et la fin, en sachant que la fin peut changer. Et puis après, au milieu, ça vient un petit peu... Donc il y a des ficelles qui se perdent ou bien? Oui, sûrement. Je pense qu'il y a des choses que j'aurais pas écrites la même chose un mercredi, comme je les ai écrites le mardi. Mais voilà, ça c'est dans des petites choses. Mais alors j'ai juste en tout cas un calendrier, en général de l'année en cours, avec le temps qu'il fait, avec et puis je remplis, après je renote parce que pour pas bloquer sur les dates. Sur celui-là, je me suis rendu compte juste avant qu'il sorte que j'avais donné 2 rendez-vous de physio au même jour. C'était moche, quoi. Des choses comme ça. Alors qu'il s'était passé tout un tas de trucs entre deux. Donc ça, j'essaie de vraiment rester rigoureux parce que tout le monde est scolaire. Mais de construire justement ces petits chapitres, comme ça, en reconstituant soit le crime, le moment du crime, ou d'inscrire justement dans un temps, eh bien ça donne un rythme assez dynamique en fait à la narration. On passe vraiment d'une scénette à l'autre, et on ne décroche pas, enfin, vraiment on entre dans cet univers, et c'est bien, ces petits chapitres, ça permet vraiment d'aller assez rapidement dans l'histoire. Chic alors. Et il y a la notion du temps aussi qui est développée, parce que ce type il part 7 ans. Il y a la vieille dame avec ses baskets qui essaie de se maquiller, qui a un certain âge aussi. Il y a des enfants, un bel enfant grandit, on peut bientôt plus l'embrasser sur le front. Il y a toutes des images du temps qui passe qu'on aimerait un peu cristalliser, peut-être pas retenir, mais voir qui passe ou qui l'a passé. Non. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que Mathilde, elle sait que du temps, il ne reste plus beaucoup. Et puis c'est une chose qu'on vit tous par moment à n'importe quel âge, mais disons de plus en plus. C'est pas tellement de vieillir qui est embêtant, c'est le peu de temps qui reste, il me semble. Enfin, je sais pas. Donc voilà, le temps effectivement est quelque chose qui compte pour moi, mais je pense pas être la seule. Non, mais c'est pas une accusation. Non. Le développement tout d'un coup de. Mais c'est vrai que. Personnages. Et c'est pour ça que je le cadre, pour pas m'y perdre moi. Il faut que leur temps soit compté, pour que je puisse, pour que je s'assure de ne pas me perdre et les perdre en route. Est-ce que tu as d'autres projets d'écriture? Oui. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, alors là, je suis en train d'écrire un roman tout à fait différent. Je reviendrai à eux, parce que j'ai déjà pratiquement la prochaine histoire, mais je me suis dit, il faut que je les lâche un moment, parce que sinon, je ne les lâcherai plus jamais. Ou ils ne me lâcheront plus jamais.
Donc je leur ai dit merci beaucoup. Je suis partie sur une histoire vraiment très différente. J'ai rencontré une jeune femme de 16 ans qui s'est engagée en 1780 dans l'armée à Montaix. Elle s'est engagée comme soldat à Montaix pour devenir mercenaire. Elle venait vraisemblablement, alors elle s'est engagée comme venant de Saint-Gingolph, c'est pour ça que ça s'appellera la Gingolaise. J'arrive au bout donc je connais le titre. À partir d'une histoire vraie? À partir d'une histoire vraie. J'ai 2 pages de départ qui ont été écrites au début de l'année 1782 par les Espagnols. Ça ne nous rajeunit pas. Ça ne nous rajeunit pas, heureusement qu'on n'est quand même pas tout à fait aussi vieux. J'ai ces 2 pages qui disent que cette femme s'est engagée comme homme, qu'elle est partie combattre pour le roi d'Espagne pour la reprise de Minorque, donc elle est partie à Mahon, qu'elle était complètement, elle encourageait tout le monde, elle a vécu, on sait qu'elle a eu un soldat avec qui, un autre mercenaire avec qui elle était dans le bataillon de Betchart, un bataillon suisse. Elle s'est vraisemblablement engagée à Saint-Gingolph venant de France parce que les mercenaires suisses étaient bien payés. Et puis elle a vécu, il y avait déjà des avantages, et elle a vécu pendant une année avec cette troupe, un petit nombre d'abord, puis ensuite beaucoup de gens. Ils vivaient, j'ai été évidemment chercher tout un tas de choses, j'ai trouvé notamment qu'elle a vécu pendant 2 mois, elle a partagé le lit d'un de ses camarades. À cette époque, ils vivaient à 2, les soldats, dans un lit d'1,9 m et à 3 dans un lit d'1,30 m. Elle a réussi quand même à rester, parce que personne ne sache. Elle s'est présentée comme homme. Elle s'est présentée comme homme, personne n'a jamais su. Elle a pris un boulet de canon sur une jambe en repartant du port de Mahon. Elle n'a pas voulu qu'on la soigne. Quand le prêtre est arrivé pour lui donner l'extrême onction, elle a fait comme ça parce qu'elle ne voulait pas qu'on touche ses seins. Donc jusqu'au bout, elle n'a pas voulu qu'on sache qu'elle était une femme. Et quand elle est morte, ils l'ont déshabillée, ils ont vu que c'était une femme. Et puis du coup, ils l'ont récupérée. C'est-à-dire que le duc de Crillon a dit, alors, je ne vous donne pas tout parce qu'il y a la fin qui m'importe, mais il a dit, ouh là là, quelle chance, elle était très courageuse. Je suis méchante, je ne l'aime pas, le duc de Crillon, donc je suis méchante avec lui. Elle était très courageuse, on va la mettre dans une magnifique robe de mariée de Sainte Vierge. Ils l'ont posée pendant 2 jours sur le parvis de l'église Sainte-Carmen de Mahon. Tout le monde est venu la voir, ils en ont fait une héroïne, donc il y a une récupération qui m'a semblé absolument insupportable. Et puis j'ai eu envie d'écrire, d'inventer sa vie. Donc je pars de là et puis je raconte son histoire. Voilà. On n'en a jamais entendu parler en fait. Donc, Non. Tu tiens un sujet là. J'ai appelé il y a quelques jours le maire du Bio, en dessus des Bio. Et puis je tombe sur une secrétaire qui me dit, je dis écoutez, je vous appelle pour une demande un peu particulière. Je cherche à trouver l'identité d'une jeune femme, oui, qui est née en 1765, vraisemblablement. Elle me dit oh là là. Puis je raconte un peu l'histoire, puis elle me dit oh j'adore ça, je vous passe monsieur le maire. Ah ouais. Et puis il m'a dit je vais aller chercher, je vous rappellerai. Garin, parce qu'elle s'appelle Charles Garin. Personne ne sait son nom. Donc elle est morte. Vous la trouvez si vous marquez Charles Garin, vous la trouvez, on la trouve au musée militaire de Mahon. Il y a une petite statuette d'elle. Donc on ne sait pas d'où elle vient. Non, on ne connaît pas son nom. Ben, Garin, je pense que c'était son nom, mais elle ne savait ni lire ni écrire. Alors, moi on m'a dit il n'y a pas de Garin dans cette région, elle s'appelait sûrement Guérin. Donc je suis partie, je me suis dit, elle est arrivée en Espagne, elle a dit Garin, puis Guérin, elle devait avoir un fort accent. Et puis ils l'ont appelé Garin. Et puis monsieur le maire me dit, mais les Garins, c'est pas le bio, c'est la mer. Puis je dis ah bon, puis il me dit oh mais à l'époque c'était la même commune. Donc on verra, mais peut-être que ça c'est ma dernière possibilité d'avoir une piste. Enfin voilà, je suis très allumée par ma Gingolaise, que j'ai mis du temps à aimer parce qu'elle avait tellement se battre que je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'elle fait ça? Puis maintenant, je me suis attachée. J'ai trouvé des... Alors je ne vais pas lui
trouver toute une vie. Je pose beaucoup de questions, je ne vais pas résoudre son énigme, mais j'aime poser ces questions. Et ça sera publié aux éditions Femmes ou... Alors, Sophie Rossier ne l'a pas encore lu. Ça l'intéresse beaucoup. Et puis je ne vais pas... En principe, oui, sauf si elle me dit de l'horreur. On verra, mais je pense pas. Je crois que cette histoire lui plaît. Voilà. Encore une histoire de genre, non? Non, alors ce ne sera pas une histoire de genre. Non, mettre une histoire de genre sur le XVIIIe siècle, je crois que ce serait vraiment une erreur historique. En plus, c'est pas mon histoire à moi, c'est l'histoire d'une très jeune femme de 16 ans qui part, qui n'a pas tellement d'autres moyens pour partir de chez elle, je crois. À 16 ans, il me semble, puis elle meurt à 17, donc exactement, elle s'engage le 26 décembre 1780 et elle meurt le 26 décembre 1781. Donc voilà. Encore une histoire drôle, on se réjouit. Ouais, vous allez voir, le 18e siècle, les épidémies, les machins, c'est dingue. Génial. On rigole. On va se gratter en lisant. Ouais, Se doucher après chaque page. il se lave pas beaucoup. Non, Bah, c'est sa chance. Parce qu'une douche, puis c'était fini. Hein. Donc, voilà. Il changeait de vêtements une fois tous les 6 mois. Alors peut-être que vous avez une question à poser à Laurence. Oui, parce que Bernard Schneider, quand même, il est rentré dans votre vie, il y rentre une fois, pourquoi il rentre comme ça? Il continue à y rentrer, pourquoi on a envie que ce Bernard Schneider fasse un roman, deux romans, trois romans? Mon Bruno. Bruno. Oui, je dis ça parce que comme sa mère était italienne, j'ai gardé son Bruno. Mais parce que, un peu par hasard, parce que quand on a passé tout un livre avec un personnage, on se dit que finalement il a sûrement encore des choses à dire. Notamment, j'avais envie de raconter l'histoire de sa mère, dans le deuxième. Puis quand on en a fait 2, on se dit, bon, ben, on va voir, il va pas bien, il faut qu'on voit comment ça va aller mieux. Voilà, non, je me suis attachée à cette équipe. Mais justement, à un moment donné, il faut aussi un petit peu le lâcher parce que autrement, Parce qu'on peut rester attaché longtemps. enfin, je crois. Je ne sais pas si vous connaissez les romans policiers de Louise Penny, Armand Gamache. Vous dites rien? Quelqu'un connaît Louise Penny? Non? C'est un écrivain canadien. Anglais, mais elle fait se dérouler ses histoires à Three Pines, un village qu'elle invente au Québec. Il y en a 20 maintenant avec Armand Gamache. Elle est numéro 1 dans les ventes du New York Times depuis des années. Et puis c'est formidable parce qu'on est tout. Bah, vous savez comment on peut être content en tant que lecteur. Moi, je lis beaucoup, puis j'ai toujours du plaisir à retrouver le personnage. Puis en tant qu'auteur, moi j'ai eu du plaisir aussi. Est-ce que, Enfin, envie. est-ce que vous laissez surprendre encore par les personnages, les bons personnages? Ils font des choses que vous n'avez pas Mais pensé. oui, on dit toujours ça. Ça paraît toujours, je sais pas ce que vous en pensez, mais de temps en temps, tout à coup, il part dans une direction, ou bien il prend plus de place qu'on voulait, ou des choses comme ça. Hein? Comme ça. Et il faut à ce moment-là tirer bien, suivre ce film. Ah oui, moi c'est un plaisir quand il vous emmène. Oui. Enfin, ouais, pour moi. Est-ce qu'il y a une adaptation qui est prévue justement de mettre Bruno Schneider à l'écran? Oui. Oui. On est en train de travailler, on peut le dire? Oui, bien sûr. Enfin, pas moi, mais ils sont en train de travailler à une adaptation, à faire un film avec Lévy. On pensait d'abord faire une série, mais c'est trop lourd dans un premier temps. Michel ferait la réalisation avec un autre metteur en scène, que je ne vais pas impliquer puisqu'il n'est pas là. On a un producteur, on a un scénariste. J'aimerais travailler aussi au scénario, mais c'est un métier. Il faut... Donc je serai en deuxième couteau. Et puis voilà. Et les comédiens? Alors les comédiens, on ne sait pas tous, on en a quelques-uns. Et puis, je ne sais pas, il y en a un qui est là, mais on verra. Ben,
Dans une série, il aurait fait Bruno, puisque j'ai vu quand même Michel. Je pense toujours à Michel que quand j'écris, s'il y a un rôle. Je pense pas à lui donner un rôle, mais je pense. Enfin, il y a un porton dans ma vie qui est quelqu'un qui lui ressemble un peu. Enfin, dans ma vie d'écriture. Dans ma vie aussi. Et lui. Comment est-ce qu'ils disent Thomas. Et puis là, s'il y a que ce film, tu le verrais dans quoi? Tu m'as posé la question, c'est vrai que j'ai beaucoup réfléchi depuis. Bruno Schneider, c'est clair que voilà, sûrement. Mais José, c'est vrai qu'il ferait un bon José. Puis José, c'est un rôle honor à jouer, hein? Oui. Un aveugle et une vieille dame. Départ. Oui, on est au C'est-à-dire tout qu'il départ. y a effectivement quelques personnes qui sont là, quelques personnes qui se déclarent intéressées, et ensuite écrire un livre ça coûte pas cher, mais faire un film ça coûte très très cher, et là ensuite on tombe dans d'autres domaines. Il va falloir que des sous tombent. C'est des années et des années. Justement, on a un chapeau ici, on va pas oublier, quoi. On compte sur vous, mais c'est pour ça que je suis là, justement. On compte sur vous, vraiment. Non, mais on verra, mais c'est un beau projet. Moi, c'est un projet que j'aimerais bien. En plus, j'aimerais bien voir ces paysages impliqués dans une histoire comme celle-ci. Je crois que c'est des paysages, des personnages qui peuvent toucher aussi un public de film. En tout cas, moi, je serais spectatrice. Une question, non? On boit un verre alors? On boit un verre. Bah oui. Il y a un petit apéro, donc des thés, des brownies, du vin. Alors, il me reste plus à vous remercier. Merci à vous. Et puis, à vous dire que nos soirées continuent, comme vous voyez ici. Il y aura la suivante, il y aura le 17 novembre. Alain va recevoir Catherine Nogent pour la confession Anticus. C'est intéressant. C'est une soirée végane. Pardon? C'est une soirée végane. Bien sûr, mais bien sûr. Ici, vous avez ce petit questionnaire que j'aimerais bien que vous les preniez et que vous me les rendez avec votre réponse. Et puis, je vous souhaite encore une bonne soirée et puis à la prochaine. Oui, maintenant je peux.